Voilà, on va faire un petit point rapide au niveau de la course à l'investiture du poste de colistier du futur vice-président vice-président si Kamala Harris est élu en novembre, donc du futur président démocrate. On attend ce nom. D'après les informations que je vous ai partagées ce matin, heure française, tôt ce matin, on indiquait qu'il n'y avait plus que deux concurrents en course. Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie, et le gouverneur Tim Walz, celui du Minnesota. Donc un à 60 ans, l'autre à 51 ans. Donc ça reste un choix générationnel tranché par rapport à Donald Trump qui a 78 ans. Ce matin pour l'heure des États-Unis, il y a une heure ou deux, Reuters a confirmé que c'était les deux finalistes. On peut toujours s'attendre à une surprise. Depuis un ou deux journalistes, dont certains de Fox, ont dit que ça y est, Kamala Harris avait choisi. Mais soyons prudents, pour l'instant, rien n'est confirmé. On n'a toujours pas de nom. Comme je vous l'expliquais en lancement de cette émission, ce que Kamala Harris, que sa campagne a prévu de faire, c'est d'abord de récompenser les personnes qui soutiennent Kamala Harris, donc de ne pas s'adresser à un média, mais de s'adresser à ce fameux mouvement de grassroots, hein, ces personnes, les 61% entre autres, de personnes qui pour la première fois ont donné de l'argent à Kamala Harris. Donc vous voyez, il y a même toute une campagne de publicité, ça vient de Facebook cette fois-ci, où il faut cliquer pour donner son nom, son numéro de téléphone, pour être parmi les premiers à savoir, c'est réservé simplement aux citoyens américains parce que évidemment c'est aussi un outil pour collecter des données et vous demander de contribuer à la campagne et de vous demander encore plus dans les semaines prochaines de communiquer à la campagne. Ce que je vais dire est d'une évidence folle, d'une évidence complètement logique lorsque on suit l'actualité américaine et l'actualité électorale américaine depuis maintenant plusieurs décennies, c'est qu'il y a une augmentation élection après élection des coûts de campagne. On est déjà dans des records financiers d'argent utilisé, entre autres parce que il y a aussi cette élection du Sénat qui prend beaucoup d'argent dans des États comme le Montana par exemple, et certaines estimations pensent que la campagne 2024 dépassera 10 à 12 milliards de dollars. Évidemment, on va suivre ça. Donc on voit aussi que c'est un enjeu économique hein, pour les chaînes de télévision, pour les quotidiens qui passent ces pubs-là, pour les plateformes comme YouTube. Je peux vous dire que nous, en étant au Nevada, c'est impossible d'aller voir une vidéo sur YouTube sans être confronté à une publicité politique. Hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, elle va annoncer par vidéo d'abord à ses supporters le nom de son colistier. Ensuite, il y a ce meeting prévu en Pennsylvanie, la plus grande salle, Temple, qui est la plus grande salle disponible pour un meeting à l'intérieur. On attend 10 000 personnes. C'est d'ailleurs complet déjà. Hein. C'est complet depuis que le meeting a été annoncé il y a 2-3 jours, sans savoir exactement l'horaire. Il y a vraiment une espèce d'aura de mystère autour de ça. Et donc voilà, on va regarder après l'emploi du temps de Kamala Harris, l'emploi du temps de Kamala Harris dans les jours qui vont suivre. Donc voilà, ça a été publié hier par sa campagne. Donc mardi, ce meeting, comme je vous l'ai dit, en Philadelphie. En Philadelphie, non, ça a été même publié par le bureau de la vice-présidence. Mercredi, meeting
en Wisconsin, donc Pennsylvanie, Wisconsin. Évidemment, nous sommes dans des États clés. Ensuite, meeting, encore une fois, à Detroit, dans le Michigan. Jeudi, on arrive cette fois-ci en Caroline du Nord. Donc c'est le septième État. C'est le septième État considéré comme un swing state. C'est un État qui a été gagné par Donald Trump il y a 4 ans. Et cette année, les démocrates, avant Kamala Harris, l'avaient identifié comme l'État qui était le plus probable à passer du camp républicain à démocrate. Et si c'est le cas, ça serait une très mauvaise nouvelle pour la campagne Trump parce qu'il y aurait de plus en plus de difficultés à trouver une manière mathématique d'arriver aux 270 grands électeurs. Donc ce meeting en Caroline du Nord, le fait que la campagne Harris va se présenter en Caroline du Nord, a investi de manière importante dans des permanences sur place, dans une organisation sur le terrain, c'est plutôt bon signe pour la campagne Harris. Et si ce pari réussit, encore une fois, tout se complique pour Donald Trump. On verra ça. Donc après la Caroline du Nord, hop, elle continue à descendre sur la carte. Elle va sur le... elle va sur la Géorgie, cette fois-ci. Encore un État clé, la Géorgie qui est vraiment au cœur de la campagne, parce que, on l'a vu, Kamala Harris a fait son premier vrai meeting, elle était seule, de campagne à Atlanta, on va y revenir. Samedi, Donald Trump était aussi en campagne à Atlanta, en Géorgie, avec une stratégie très très particulière. On va y revenir et puis on continue dans cet emploi du temps. Non, c'est pas terminé. Vendredi, elle va de la Géorgie à l'Arizona. Donc Arizona, c'est aussi un des États clés. Et enfin, elle termine samedi. Elle sera en meeting à Las Vegas, où se trouve la chute, à Las Vegas, au Nevada. Et en fin de journée, elle ira à San Francisco. Ça, c'est pas pour du meeting, c'est pour lever des fonds. Donc voilà l'emploi du temps qui est extrêmement serré. Pendant tout ce temps-là, J.D. Vance va essayer, le pauvre, de concurrencer Kamala Harris en suivant à peu près le même itinéraire. Et donc, par exemple, on va comparer les tailles. Par exemple, en Pennsylvanie, Kamala Harris va se retrouver dans une salle de 10 000 personnes, tandis que Vance, le même jour, sera à l'autre côté de la ville. Au même moment, il sera de l'autre côté de la ville et dans une salle de 1800 personnes. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et Donald Trump, cette semaine, il a prévu de faire un podcast sur YouTube. Il est en train de se faire ça chez un influenceur MAGA extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Il a prévu du golf et il a prévu un meeting de campagne dans le Montana. Le Montana qui lui est complètement acquis, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On peut se demander pourquoi il va faire un meeting de campagne dans le Montana. Il y va aussi parce qu'il y a une élection pour le Sénat qui est extrêmement importante, mais sur la carte électorale de ces fameux 270, ça ne lui apportera strictement rien, mais en tout cas c'est le programme. Donc d'un côté on a 5-6, j'ai oublié le nombre, meeting de Kamala Harris et de son colistier, et de l'autre on a Vance qui fait la tournée des petites salles et Trump qui va se partager entre son terrain de golf de Bedminster dans le New Jersey et un meeting dans un État qui ne compte pas.
Sincèrement, j'ai perdu le fil avec cette campagne. C'est extrêmement difficile à suivre. On vous a beaucoup parlé ici, on vous a beaucoup montré des vidéos de Josh Shapiro, parce que Josh Shapiro, c'est le excusez-moi, le gouverneur de la Pennsylvanie, avec ses 19 grands États, avec ses 19 grands électeurs. Donc c'est vraiment, pendant longtemps, ça a été considéré, c'est toujours considéré, mais surtout lorsque Biden était candidat, comme l'État clé, le fameux tilting point, le candidat qui gagne la Pennsylvanie gagne l'élection. Il est un petit peu moins considéré tel quel aujourd'hui, pour deux raisons. Un, parce que dans toute une série de sondages internes, on en verra tout à l'heure, Kamala Harris est donnée largement gagnante désormais en Pennsylvanie. Et deux, parce que l'arrivée de Kamala Harris, le retour à la maison d'une partie des démocrates, le retour des jeunes, le retour des minorités afro-américaines et hispaniques, ont fait que d'un coup, il y a toute une nouvelle manière de carte électorale où Kamala Harris peut arriver à 270 grands électeurs en gagnant à nouveau en Arizona, au Nevada, où elle est désormais en tête dans les sondages, au Nevada, en Arizona, en Géorgie, voire en Caroline du Nord. Et donc, on a aussi du coup, commencé à pas mal parler du gouverneur du Minnesota. Le Minnesota, on sait qu'il est quasiment acquis aux démocrates avec 10 points, d'avance actuellement dans les sondages en moyenne. C'est assez énorme. Je ne sais pas si ça sera autant que ça. Valls est assez populaire au Minnesota. Il n'est pas autant populaire que Shapiro en Pennsylvanie, mais il est pas mal populaire. Et surtout, il a été à la tête. Ça fait bientôt maintenant, il est à la fin de son deuxième terme. De gouverneur, donc il a plus d'expérience. Et si vous avez vu notre émission, celle avec Pierre Martin et celle avec Jean-François Léger, ils vous ont expliqué la nécessité d'aller chercher quelqu'un qui a une véritable expérience de gouvernement, d'autant plus si on a une espèce de crise économique qui est en train de se profiler, de montrer que Valls a une expérience économique. Ça fait bientôt 2 mandats de gouverneur qu'il gère le Minnesota, et il y a eu ces dernières années, sous son mandat, un renouveau économique du Minnesota, ce qu'on appelle d'ailleurs le miracle du Minnesota, et donc c'est ce qui lui donne aujourd'hui des points très forts pour aller le choisir au-delà de l'option Josh Shapiro, qui mathématiquement paraît la plus probable. Il y a désormais ça, puis son parcours personnel, c'est un ancien militaire, alors que Shapiro, lui, n'a pas servi. Vous savez que c'est important pour les Américains. D'ailleurs, c'était un des points forts de la candidature de J.D. Vance, le fait qu'il a été en Irak. C'est un ancien prof, un ancien directeur d'établissement, il s'est occupé des équipes de foot au niveau de lycée, au niveau de collège. Tout ça, ça fait un personnage intéressant. Et donc, en attendant la réponse, il y a plein de rumeurs actuellement sur Twitter, et on ne va pas les répéter tant qu'elles n'arrivent pas de sources sûres, parce que tout et son contraire est actuellement dit. On va regarder une vidéo pour que un petit peu vous connaissiez le personnage, parce que même si Tim Valls n'est pas choisi comme étant le colistier de Kamala Harris, il sera un des atouts de cette campagne de Kamala Harris. Il a été extrêmement présent, ça a été vraiment très bien joué de la part de son entourage. Il a été extrêmement présent dans les médias sociaux et télévision américaine, où il a été d'une redoutable efficacité contre Trump et contre J.D. Vance. On lui attribue à lui ce fameux concept de
J.D. Vance est weird et étrange. On va reparler de J.D. Vance après. On pense que ça vient de lui. En tout cas, il a été le premier politique à utiliser le mot sur les plateaux. Donc, autant faire sa connaissance de manière un peu plus personnelle. On va regarder cette vidéo qu'il a fait pour sa campagne de réélection au Minnesota. It's halftime in Minnesota. Time to regroup, refocus, and choose a plan that tackles today's toughest challenges. Some leaders retreat. They say our only choice is to cut back. They point fingers, offer shortcuts, they try to divide. But Minnesotans know better. The women and men who came before us carved out a life in the unforgiving North. They survived by investing in the future, teaching their children to build communities that last. Immigrant farmers, lumberjacks and miners, champions of freedom and refugees, and people who've been here all along, the Anishinaabe and the Dakota. Our blood saved the Union at Gettysburg. Our iron forged the tanks that liberated Europe. Our farmers sparked a green revolution that fed the world. Our imagination transformed medicine. What many describe as the Minnesota Miracle, that's just what we do here. We've proven that when we come together as one Minnesota, we can do anything. I've seen it. I've led soldiers, I've taught students, I've coached state champions. We'll win by doubling down on the next Minnesota Miracle, inspiring our kids to dream, setting lofty goals, and lifting each other up to accomplish them. Because if Washington won't lead, Minnesota will. In this state, we don't fear the future. We create the future. And when we stand together, we win. It's halftime, Minnesota. And what happens next is up to you. Voilà, encore une publicité très efficace et qui confirme que le choix de Kamala Harris cette année en termes de candidats possibles à la vice-présidence, on ne parle même plus, alors que peut-être ils vont revenir par la petite porte, le choix à la disposition de Kamala Harris cette année est assez redoutable. Il y a toute une génération de gouverneurs et d'élus démocrates qui ont un avenir politique national s'ils le désirent. Je vous rappelle que lorsqu'on avait fait ce classement, je pense que je l'avais mis en 4e dans les possibles, parce que le Minnesota n'est pas un enjeu, n'est plus un enjeu d'après moi électoral. Il est acquis aux démocrates, sauf catastrophe majeure. Et de son côté, il fait plus âgé. Souvent les gens me disent mais quel âge il a? Il a quelques mois de plus que Kamala Harris. Et donc quand on veut s'inscrire dans un choix générationnel, mais de l'autre côté, c'est aussi une image Amérique profonde, Amérique rurale, qui non seulement rassure, mais en fait, Tim Walz ressemble à l'électeur, lorsqu'on fait un portrait de l'électeur moyen américain, celui qui n'est pas sur les réseaux sociaux, celui qui n'est ni démocrate ni républicain, il ressemble à Tim Walz, qui a réussi le double pari, en plus dans le Minnesota, de faire une relance économique tout en menant une politique plutôt sociale, avec des lois qui, à l'échelle américaine, sont classées à la gauche, et une position extrêmement courageuse sur les armes. C'est un chasseur.
Tim Walz. Il a été classé pendant très longtemps, vous savez que, si vous ne savez pas, vous le découvrez, la NRA, donc la National Rifle Association, qui est le lobby pour les armes, note les hommes politiques. Hein. Elle fait un classement des hommes politiques, et pendant des années et des années, Tim Walz a eu des notes positives, des très bonnes notes de la part de la NRA. Et puis, un jour, après une nouvelle tuerie de masse dans un lycée, sa fille, qui s'appelle Hope, ça ne s'invente pas, Hope est venue le voir en disant « Mais papa, il faut faire quelque chose ». Et donc, il a rompu avec cette bonne note de la NRA et a passé dans le Minnesota des lois contre les armes, ou en tout cas pour compliquer l'acquisition d'armes, et plus particulièrement d'armes semi-automatiques style AR-15. Et puis, petite parenthèse pour conclure, pour ne rien gâcher, Tim Walz, mais c'est aussi le cas de Josh Shapiro, donc 1-1, Tim Walz est un fan de Bruce Springsteen. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite et on va parler crash boursier.